L'instantanéité, le flux d'informations, le divertissement permanent, tout ça guide aujourd'hui notre vie. Chaque minute doit être consacrée à quelque chose. La longueur, elle, n'existe plus. Nous ne sommes plus habitués à contempler, ni à marcher lentement, ni à nous asseoir 30 minutes sur un banc, sans raison apparente, juste pour s'asseoir et profiter de l'instant. Regarder les gens passer, sentir le vent sur notre visage, réfléchir sur ce que nous avons fait et sur ce que nous allons faire. Prenons le temps de regarder les choses et de les ressentir en nous. C'est ce que je ressens quand je regarde ce plan de Jerry de Gus Van Sant. Un long plan séquence d'une quinzaine de minutes, rien ne se passe. Deux personnages marchent dans un désert hypnotique, avec des sons mystérieux, un soleil levant, des pas saccadés. Le tout ensemble forme un tableau unique, ce genre de plan où tu t'interroges sur sa signification, et puis, petit à petit, tu abandonnes pour juste vivre l'instant, l'ambiance présente. Je me suis alors plongé dans le cinéma de Gus Van Sant et dans sa filmographie, et il y a en particulier 3 films qui sortent du lot, comme une trilogie. Souvent, les gens l'appellent la trilogie de la mort, The Death Trilogy, mais pourquoi? Et qu'est-ce qui fait de ces films des œuvres à contre-courant de la filmographie de Gus Van Sant et du cinéma conventionnel? Et surtout en quoi ces films sont si singuliers et que renferment-ils? Pour cela, il faut décrypter chaque film pour comprendre la volonté du tout, mais tout d'abord, il faut se pencher sur les histoires qu'elle raconte. Dans chacun des films, on suit les dernières minutes d'individus, de jeunes, avant l'arrivée de la mort. Dans Jerry, 2 amis partent dans un désert au milieu des États-Unis pour aller voir quelque chose, sans doute un paysage. Pour éviter les touristes, ils sortent du chemin balisé et se perdent. Et au milieu d'une terre aride, la fatigue, la faim, la soif les poussent au conflit, et une violence enfuie surgit. L'un meurt, l'autre survit, et repart dans une voiture après avoir retrouvé une route. Dans son deuxième film, Elephant, Gus Van Sant s'inspire de la tuerie du collège de Columbine en avril 1999. Par sa caméra, il suit les différents chemins des élèves du collège, dont ceux des meurtriers, avant la tempête exécutoire. On les voit jouer, rire, discuter, vivre, pour finalement être plongés dans la terreur et le sang de la plus grande tuerie au sein d'un établissement scolaire des États-Unis. Le réalisateur reste sur cette ligne rouge où la mort conclut l'objet filmique par un biopic sur les derniers jours avant le suicide de Kurt Cobain. Après avoir fui un centre de désintox, il retourne chez lui à Seattle, dans sa maison au milieu d'une forêt. Le personnage s'appelle Blake et non Kurt, mais Gus Van Sant dédie quand même ce film au chanteur de Nirvana. Durant le film, on le voit marcher, murmurer, chanter et fuir les individus qui l'entourent. Puis l'œuvre se termine avec sa mort et sa découverte par un jardinier, puis la police, sur un fond d'opéra lyrique. Les 3 films retracent des faits réels. Le premier est inspiré d'un fait divers que Matt Damon a raconté à Gus Van Sant. Elephant, lui, s'inspire de Columbine, et Last Days de la fin de vie hypothétique de Kurt. Le réalisateur ne puise pas dans son imagination pour créer un scénario, mais au contraire, ne prend que la réalité pour la filmer la plus simplement possible. C'est pour ça qu'il écrit en même temps qu'il filme. Jerry est le premier essai de sa trilogie où les idées viennent à mesure que le tournage avance et travaille tout au long du film avec ses comédiens, Matt Damon et Casey Affleck. Toutefois, si les 3 films sont devenus connus, c'est par son film Elephant, qui reçoit de nombreux prix à Cannes. Il met un coup de projecteur sur ce projet stylistique expérimental au sein de la carrière de Gus Van Sant. Réalisateur de films d'auteur comme Malanoche ou Truckster Cowboy, puis de films à succès, Will Hunting et À la rencontre de Forrester, il questionne son cinéma et réalise cette trilogie. Je cite, « D'un point de vue stylistique, c'est une première pour moi. Tenter de revenir au début du cinéma comme s'il n'y avait jamais eu de révolution industrielle. » Il s'émancipe des règles d'Hollywood pour créer des œuvres personnelles dans leur style, mais aussi dans leur fond. Mais comment parler de ces films, en particulier Elephant, sans aborder l'œuvre dont il s'est le plus inspiré, à la fois tactiquement et vis-à-vis de l'ambiance, le Elephant d'Alan Clark. Film produit par la BBC dans les années 90, on y voit des meurtres qui s'enchaînent. C'est tout. Pas besoin de chercher plus loin, le film se résume ainsi. Certains y voient, à juste raison, une représentation du conflit nord-irlandais dont le titre renvoie à l'expression « Elephant in the room » qui signifie l'existence d'un problème dont personne ne veut parler.
Mais au premier abord, quand on regarde ce film, on constate cette violence, gratuite, mystérieuse, simple. Clark rend l'humain machine, il est muet et sans émotion, pour appuyer uniquement cette privation de la vie. À force, le meurtre paraît neutre, comme une banalisation de l'acte de tuer, comme si nous nous habituions à regarder la violence. L'inspiration de Gus Van Sant vient sans doute de ce point, le désir de représenter une violence dénuée de raisons palpables. De toute façon, y a-t-il une véritable raison de tuer? Gus Van Sant prend la structure du film pour le placer sous un regard différent. Il garde le titre, pour sans doute garder l'idée de l'expression « Elephant in the Room », puis il produit des plans similaires dans cette notion d'espace où l'individu se balade. Il introduit la violence dans une jeunesse américaine, et plus précisément au sein d'un collège, lieu de savoir. Toutefois, Gus Van Sant place l'atmosphère de Clark dans une volonté première d'exprimer un cinéma autre, qui se témoigne par les particularités cinématographiques et scénaristiques de sa trilogie. Les trois films forment un seul et même film aux chapitres différents. Chacun a ses particularités, mais reste dans une structure et ambiance similaires. Tout d'abord par la construction des personnages. Gus Van Sant donne vie aux jeunes qu'il met en scène. Au début de Jerry, les deux amis jouent, rient, discutent et se construisent. Une identification peut se faire à chaque fois par l'introduction d'une âme chez les personnages présents. Même les meurtriers de Columbine portent en eux une identité juvénile. D'ailleurs, Jerry et Elephant sont liés par l'apparition des personnages de Jerry dans un jeu vidéo du film. Gus Van Sant fait une connexion directe pour rappeler cette envie de ressemblance cinématographique. Blake, lui, prend vie par ses murmures, ses mouvements, ses actions, et sa ressemblance avec Kurt, dont nous avons déjà une idée de qui il est. Le jeu des acteurs se base sur l'improvisation, afin de ne pas influer et donner une fausse vérité. L'impro permet de donner au personnage quelque chose de personnel et de réel. Les mots, les mouvements se produisent naturellement. Une harmonie de la vie prend place que le dépouillement du récit permet de mettre en lumière. Il n'y a pas d'action, de scène véritablement clé, excepté celle de la mort. Gus Van Sant cherche le réel par la production de films sensoriels, par l'image, la lumière, la musique, qui se mélangent afin de donner, on va dire, un espace unique et mystique, que l'aspect labyrinthique des lieux accentue. Gus Van Sant nous fait perdre les repères spatiaux pour qu'on plonge le regard sur l'individu, ses mimiques, ses détails, pour atteindre un réalisme à ses films. La ressemblance est nécessaire dans ses œuvres, d'un point de vue structurel et d'ambiance, car la différence filmique aurait biaisé la thèse cinématographique qu'il souhaite filmer, son idée de création, son acte artistique. Gus Van Sant prend un moule où il y verse différents sujets pour révéler une vérité aux multiples visages. Dans son premier film, son premier jet, sa première expérimentation, Jerry, il insuffle déjà une force et une intelligence qui se renouvellera dans ses prochains films. L'histoire de deux amis, perdus dans le désert, devient finalement philosophique et appelle à la réflexion sur la vie, sur nos choix et nos ambitions. En partant d'une histoire racontée par Matt Damon et d'une blague où les deux personnages s'appellent Jerry, ce qui signifie du con en français, Gus Van Sant surpasse une trame narrative poreuse pour en tirer une poésie, un lyrisme unique. Il y a plusieurs événements marquants dans le film qui poussent à la réflexion, comme cette scène du rocher. L'un des deux amis est bloqué sur un rocher, il n'ose plus descendre étant trop haut, et réfléchit sur comment faire et perd donc de précieuses minutes sous une forte chaleur. Ça m'a fait penser à une représentation des barrières psychologiques que chacun de nous peut avoir face à certaines situations, face à des moments difficiles dans la vie que l'on n'ose pas affronter. Ce thème revient deux fois dans le film, mais cette fois-ci, ce n'est pas la peur qui guide les personnages, mais le doute. Deux fois, ils abandonnent un projet ou une idée. La première fois est le rejet de la destination finale du voyage, un spot sans doute beau. Puis la seconde fois, après avoir suivi des traces d'animaux dans le sable pour trouver de l'eau, ils s'arrêtent et ne souhaitent pas continuer. Gus Van Sant montre ainsi la fragilité de l'être, capable d'abandonner si facilement, à renoncer à tant d'efforts en si peu de temps. Et ce doute, cette faiblesse, elle est représentée par le personnage joué par Casey, qui le premier pleure, le premier accepte la défaite, l'abandon. C'est pourquoi après sa mort, Gus Van Sant nous montre des nuages qui sont balayés par le vent pour laisser place au soleil. C'est la libération par la mort du doute. Il n'était qu'un poison au sein du vrai Jerry, joué par Matt Damon, qui semble se retrouver par ce plan. Et puis quelques secondes après, il trouve une route et arrive à quitter ce désert, le désert de la vie où règne le doute. La mort d'une partie de soi permet de se retrouver, de retrouver ce qui était enfui par des questionnements néfastes.
La balade dans le désert symbolise une réflexion sur la vie menée et sur quel chemin prendre dans la vie. C'est pourquoi Borges dit « Le désert est le meilleur des labyrinthes ». Le labyrinthe révèle ainsi l'être que nous sommes, mais peut aussi le faire se perdre. Last Day semble, selon moi, caractériser cette perte de la conscience, du moi. Ici, le labyrinthe n'est pas spatial mais temporel. Il y a une absence de linéarité dans le récit. Les événements se superposent, se mélangent et font ressentir un trouble. Le trouble que devait avoir Kurt Cobain les derniers jours avant son suicide. Comme le témoigne une scène hommage où il fait de la musique. Dans le chaos de son esprit, des cris, des guitares saturées prennent possession de l'ambiance sonore où Kurt joue de la guitare et hurle sa souffrance, se libère de tout ce qui le hante. La scène contraste avec le clip surproduit d'un boys band qui chante la tristesse mais pas véritable, car celle de Kurt vient de son âme, du plus profond de lui. Ce n'est pas une tristesse maquillée, mais une tristesse insoutenable. Gus Van Sant a voulu filmer les derniers jours d'un être perdu, déconnecté des autres et peu à peu du monde. Les sons de cloches, d'églises, de circulation et d'eau amènent du réalisme et permettent d'appuyer la véracité des images et en même temps sonner le début de la fin, une fin biblique, religieuse, que concrétise la scène finale, celle du suicide où l'esprit de Kurt quitte le corps pour grimper au ciel. Tous les bruits disparaissent après le décès pour laisser place à la nature afin de symboliser le repos d'un individu en souffrance dans un monde bruyant de perversité, de péché, de violence, qu'Elephant illustre sans doute le plus. Le massacre de Columbine prend une vision nouvelle, car Gus Van Sant filme de l'intérieur l'événement en mettant en scène la micro-société que constitue un lycée, par ce mouvement incessant des jeunes dans l'établissement, dont certains font du sport, d'autres de la photo, des élèves sont en cours, à la cantine, et d'autres participent à des discussions sur l'homosexualité. Il y a un réalisme qui se dégage du film par la mise en image des différentes relations et problèmes que peut avoir un adolescent, comme l'anorexie, les problèmes de couple ou d'amis, ou bien le harcèlement qui est un élément clé du film, car il provoque, entre guillemets, cette colère ou cette mise à l'acte du massacre. Gus Van Sant dénonce cette première violence, celle invisible, que seule la personne victime perçoit. De plus, cela provient majoritairement d'une méchanceté gratuite. En cours, l'adolescent reçoit du yaourt sur lui, dans les vestiaires, une fille est moquée sur sa culotte verte, et dans les toilettes, une fille est insultée. On observe donc 3 individus critiqués, rabaissés, sans raison apparente, et permet de donner plusieurs visages à cette violence reçue, et ainsi de ne pas catégoriser la réaction du tueur comme celle qu'il faut avoir, ou qu'ils vont avoir automatiquement. Le réalisateur prend quand même en partie par sa caméra la réaction du futur tueur, qui ne supporte plus les autres et rêve d'un silence comme le montre la scène à la cantine, où le bruit des gens s'intensifie jusqu'à devenir désagréable. Gus Van Sant fait rentrer le spectateur dans l'intimité, dans la peau des meurtriers. On les voit prendre le petit déjeuner, jouer du piano, prendre la douche et dormir juste avant le massacre, comme pour témoigner la part d'innocence qui existe en tout être, en donnant une humanité à ces jeunes trompés par la violence aveugle. D'ailleurs, le reportage sur le nazisme éclaire cette idée où la violence, la haine, rend aveugle. Quand ils regardent ça, c'est un parallèle qui se crée vis-à-vis de leur désir de supprimer ceux qui les gênent. La violence brute est mise en place dès l'arrivée des armes par le livreur, et après cet instant, un orage apparaît dans le film. La nature exprime les ténèbres futures. Car Gus Van Sant veut nous montrer la violence comme un acte ancestral. Elle fait partie de nous, et ne ressort que de plus en plus dans notre société, car nous sommes habitués à elle par les images de meurtres, de sang, diffusées sans cesse par les médias et les écrans, comme le montre le jeu vidéo, où un des tueurs tue à l'infini des hommes dans le désert. Et c'est pourquoi le film s'inspire de celui d'Alan Clark, car dans ce dernier, nous sommes face à un enchaînement de violences telles que l'on s'habitue et que voir quelqu'un mourir devant nos yeux, même si l'écran fait obstacle, nous ressentons plus de tristesse ou de choc. Toutefois, Gus Van Sant dans son Elephant va à contre-pied de celui d'Alan Clark, car il souhaite nous susciter de la pitié, de la tristesse, car il donne une identité aux personnages qu'il présente en les nommant, en les mettant en rôle, en les faisant rire, parler. Néanmoins, il souhaite montrer une forme de fin de l'espoir par la montée constante de la violence dans notre société et notre civilisation. Tout d'abord par la facilité d'armement qui est critiquée ici par les deux jeunes, car ils achètent leurs armes sur internet, sans demande d'identité, sans questionnement, sans rien. D'un autre côté, cette violence s'accentue par l'absence des adultes, ou en tout cas leur inaction, leur négligence face aux jeunes et à leur avenir, montrée par la première scène du film, un père qui roule bourré avec son fils, qui doit prendre le volant afin d'aller à l'école.
Il prend la place de l'adulte, il y a inversion de l'insouciance, et c'est la jeunesse qui doit prendre les rênes afin d'avancer car elle est l'avenir, le futur. Mais la violence du monde stoppe toute possibilité de futur, et c'est la mort du jeune avec un pull Life Guard, gardien de la vie, qui marque cette fin, signe qu'il n'y a plus d'espoir. Les 3 films de Gus Van Sant mènent en scène la mort de jeunes pour montrer d'une certaine manière le déclin de notre civilisation récente. Dès que les personnages prennent vie au sein des films, dès qu'ils semblent réels pour nous, ils meurent. La violence apparaît et radie toute possibilité d'avenir. Qu'importe où il se trouve, le désert, la ville, la forêt, l'homme est toujours seul. Seul face à lui-même. Et on l'observe par cette caméra neutre, objective, laissant le temps couler sur la pellicule. Au travers de ces films, Gus Van Sant émet une philosophie de vie, une pensée sur notre société, mais va aussi au-delà en influant une philosophie cinématographique. Si cette trilogie se détache du paysage cinématographique habituel, c'est par ses plans, son ambiance unique. Gus Van Sant ne file pas l'action, mais l'inaction, ou en tout cas cet instant où nous sommes entre 2 points, seuls avec nous-mêmes, en direction d'un but dont la marche, le déplacement, symbolisent cet instant. Dans Jerry, les nuages et les montagnes englobent les plans où les 2 personnages sont minuscules, pour laisser place à la nature et à ses mouvements, comme la scène du rocher où Gus Van Sant pose la caméra au loin pour capturer cet instant. Il n'y a aucun montage, seule la durée de l'action est présente et laisse place à la réalité, à la captation du temps. Gus Van Sant, par des travelling lents, marque le temps au sein de sa caméra. Il montre le kairos, le temps où la grâce arrive à se frayer un passage de l'histoire des hommes. Ici, la sculpture du temps permet non pas de tourner vers le tragique des scènes violentes des films, mais plutôt permet de contempler la mort, tel un événement naturel, magnifique, dont il ne faut pas avoir peur, mais accepter ce processus d'effacement dans sa beauté la plus pure. La trilogie de Gus Van Sant, dit trilogie de la mort, n'aurait plus logiquement s'appeler trilogie poétique de la mort, car la mort n'est pas horrifiée mais sublimée, et rejoint des siècles de philosophie, comme le rappelle Montaigne, philosopher, c'est apprendre à mourir. Ainsi, Gus Van Sant prend le relais de cette pensée pour l'étendre à notre société moderne.